3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? Moi c'est la grande forme, je sors d'une visio hyper prometteuse là. Je ne vous en dis pas plus histoire de ne pas me porter l'œil là, mais croyez-moi, j'ai trop hâte de vous en parler et je suis hypé comme jamais. Yeah, baby. Mais bref, plutôt que de vous raconter ma vie, surtout si c'est pour ne rien dire, on passe au sujet du jour, les Knicks. Parce que oui, après avoir évoqué les objectifs des Bulls dans une vidéo récente, mercredi sur Twitch, vous avez voulu que je fasse la même chose avec les New-Yorkais, en mode coast to coast. Alors comme la dernière fois, on parlera des joueurs bien sûr, et notamment des recrues, mais aussi du coaching et de la concurrence, tout ça pour répondre à une question bien précise. Et cette question, la voilà, vous l'avez probablement lue avant de cliquer, et alors c'est parti. Quel objectif doivent viser les New York Knicks pour la saison 2021-2022 ? Bon, la première chose à faire, bien sûr, avant de vraiment commencer, comme d'habitude, c'est de planter le décor, et le moins qu'on puisse dire que ces dernières années n'ont pas été super glorieuses pour les Knicks. L'équipe, pourtant tant appréciée et soutenue par les fans locaux, et même du monde entier, semblait enchaîner les échecs et les mauvaises décisions, privant les Knicks de playoffs depuis 2013, ce qui provoquait le courroux de certains et les moqueries d'autres. Entre 2013 et 2021, jamais l'équipe de la grosse pomme n'avait connu une telle période de disette depuis les années 60. De tels résultats venant de la franchise la plus chère de la ligue, ça craint franchement. Heureusement, Zorro, aka Tom Thibodeau, est arrivé. Sans pour autant chambouler l'effectif, le tacticien a complètement changé la mentalité de l'équipe, permettant à ses joueurs que personne n'attendait de se surpasser et d'atteindre la 4ème place de l'Est, synonyme de play-off. Même si au final, et malgré l'avantage du terrain, l'histoire a tourné court face aux Hawks, les progrès étaient immenses. Non seulement ça a permis à la hype de revenir à New York, mais en plus de ça, de commencer à imaginer un avenir vraiment prometteur. Cet été fut donc synonyme de travail dans les bureaux. Julius Randle, Derrick Rose, Nerlens Noel, Alec Burks et Taj Gibson furent tous prolongés. En parallèle, des jeunes très intéressants sont arrivés aussi, via la draft notamment. Et surtout, deux belles recrues en la personne de Kemba Walker et d'Evan Fournier vont débarquer à Manhattan. Et comme vous l'avez vu là-haut, vous l'avez compris, ce sont bien de ces deux joueurs dont on va parler en premier. Alors commençons par Evan Fournier, l'un des héros des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. L'un des gros soucis à New York et surtout en playoff fut de façon flagrante le manque de création, d'autant plus lorsque Julius Randle était bien défendu. Derrick Rose était limite obligé de tout faire en post-season. Avec Evan, soyons clairs, on peut direct penser que ses soucis seront au moins partiellement réglés. Très bon scoreur, il est aussi capable de porter la balle et d'assurer sur catch and shoot. Voilà de quoi tout de suite l'imaginer avec un gros rôle chez les Knicks, où il devrait a priori occuper le poste 2, aux côtés d'un R.J. Barrett en 3. Winner dans l'âme, mais aussi très volontaire en défense, il semble détenir exactement le genre de profil que Tom Thibodeau adore. Je pense que le coach, avec son air mafieux, pourrait décider de faire d'Evan l'une de ses pièces maîtresses très rapidement en fait. Puis ce que j'aime, et ça montre sa valeur, c'est que même si le français n'a pas du tout le rang de superstar, il était quand même l'un des free agents les plus courtisés du marché cet été. Les Knicks ont réussi à mettre la main dessus et le fit semble parfait, étant l'ancien des Celtics kiffe New York et le Madison Square Garden. Il y a un gros esprit de compétition dans cette ville, j'aime beaucoup la mentalité qu'il y a ici. C'est un environnement dur et j'aime ça me rappelle un peu Paris. C'est grand et tout va vite, et comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu être un Knick. Maintenant je dois m'assurer de le rester longtemps, et pour ça je dois faire en sorte de bien jouer pour que nous puissions gagner. Personnellement, appréciant bien le joueur, c'est exactement là-bas que je souhaitais qu'il aille, et me voilà bien content. You know what? I'm happy. Ce que j'aime aussi, c'est qu'avec son adresse de loin qui est en constant progrès, il pourra créer des espaces pour Randle ou pour Barrett, exactement comme il l'a fait à Boston avec Tatum avant qu'il batte ses records de points. Pour moi, l'évolution qu'il y a eu dans son shoot longue distance, notamment en pull-up, est flagrante, et ça servira forcément aux Knicks. Franchement, son profil pour cette équipe, je le trouve super cool en vrai. Je le répète, mais c'est important, le mec est un compétiteur qui va à New York pour jouer dur, et ça plaira obligatoirement au public du Garden. Bref, je n'en fais pas plus, vous avez capté, son arrivée à Big Apple me hype énormément. Surtout qu'à ses côtés en plus il va y avoir Kemba Walker. Transféré au Thunder puis coupé dans la foulée, les Knicks n'ont pas tardé pour mettre le grappin dessus. Né dans le Bronx, le meneur est un New-Yorkais pure souche. Et au moins autant qu'Evan, le voilà vraiment ravi de porter la tunique des Knicks. Puis dans son profil de ball handler, de créateur et de scoreur, lui aussi semble parfait pour convaincre le public du Garden. Le truc qui m'inquiète le plus avec lui, c'est son genou, et espérons que là-dessus, Tom Thibodeau ne tire pas trop sur la corde. Après, le mec a beaucoup d'expérience du haut de ses 31 ans, et ne l'enterrez pas trop vite non plus. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans seulement, il était encore All-Star. En vrai, j'ai l'impression que beaucoup sous-côte ont oublié l'impact que Cardiac
immédiat que Kemba peut avoir. Bien sûr que sa saison dernière fut décevante, notamment en raison de ses blessures, et c'est vrai qu'il ne retrouvera peut-être jamais son niveau des Hornets, mais le mec reste un joueur très clutch, capable de sortir des perfs à 30 points lorsqu'il est motivé. Et ça tombe bien, parce que motivé il semble l'être. Je pense que le bon mot c'est que je suis affamé. Un gagnant est quelqu'un qui ne pense qu'à gagner, c'est tout. C'est quelqu'un qui va tout sacrifier pour le bien de l'équipe, peu importe quoi. Je ne veux rien de plus que de gagner un titre à New York, ce serait spécial, surtout que je viens d'ici, ce serait vraiment incroyable. Bah ouais, c'est ça, et ça me plaît, parce qu'en fait en plus de ça il est un joueur calme, à qui la pression ne fait pas peur, et qui est tout à fait capable de prendre les choses en main dans les moments importants. Encore un qui, pour moi, rentre parfaitement dans le moule que veut fixer Tom Thibodeau à New York. Au final, je trouve que notamment d'un point de vue offensif, ces deux arrivées compensent exactement les principales failles que les Knicks ont pu dévoiler l'année dernière. Elfrid Payton et Reggie Bullock ont eu beau faire leur bagage, Evan et Kemba devraient apporter beaucoup, mais beaucoup plus sur le terrain, et même dans le vestiaire. Surtout qu'ils viennent compléter un groupe de titulaires déjà solides, penchons-nous un peu sur eux désormais. Le premier que je veux aborder bien entendu c'est Julius Randle. MIP et All-Star pour la première fois de sa carrière, le poste 4 sort d'une saison folle. Mis en confiance par Thibodeau qui en a fait son franchise player, ce dernier le lui a bien rendu, 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne par match. Sérieux, je ne m'attendais absolument pas à ça de sa part, notamment au niveau des passes décisives. Très bon pour créer depuis le poste haut, Randle a su profiter de son excellent handle pour briller, mais aussi pour faire briller les autres. Il devrait continuer, je pense, à être utilisé dans ce rôle de point forward, même si, et ce ne sera pas du luxe, Kemba Walker et Evan Fournier devraient le soulager un petit peu au niveau de la création. Cela lui permettra potentiellement de jouer plus en mouvement, et peut-être plus sur pick and roll, je trouve ça intéressant en vrai. Après, bien sûr qu'il a déçu en playoff face aux Hawks, mais c'est aussi parce qu'il n'avait personne pour le relayer. Je reste persuadé que si ses partenaires s'étaient montrés plus dangereux, il aurait été impossible de le cibler autant. Derrick Rose a eu beau faire tout ce qu'il pouvait pour lui donner un coup de main, ça n'a pas suffi. Mais cette année, en vrai, avec les recrues qui lui offriront sûrement plus de liberté encore, plus d'espace, je m'attends encore à une belle saison de sa part. Je veux voir Randle confirmé dans ce statut de franchise player, je veux le voir s'installer un petit peu dans ce poste, mais les conditions semblent réunies, c'est cool. Le mec vient de signer une longue prolongation, preuve qu'il se sent bien au Knicks et qu'il veut y réussir, c'est bon signe. Si son implication a été remise en question au début de sa carrière, je pense que ce n'est absolument plus le cas désormais. Nous avons vu l'an dernier un Julius Randle transformé pour le plus grand plaisir du Madison Square Garden, et franchement, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne dure pas. C'est super de savoir que je vais être là pendant un bon moment, et que je vais avoir l'opportunité d'enfiler ce maillot des Knicks pendant des années. J'aime vraiment être un Knick, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur endroit pour remporter un titre qu'ici, et je veux en faire partie. Les gens qui pensent que la saison dernière n'était qu'un one-shot ne connaissent rien à mon sujet, car si vous me regardez jouer et que vous avez suivi ma carrière, vous savez que j'ai progressé chaque année. Ça en dit long sur mon état d'esprit et sur qui je suis en tant que joueur. Le discours est convaincant, pas de doute, et perso je veux bien y croire. Julius Randle a participé au changement de culture chez des Knicks qui, enfin, arrivent à attirer des free agents. Rien que ça, pour moi, c'est vraiment lourd, et ça fait bel et bien partie des raisons pour lesquelles je compte encore fort sur lui pour la saison à venir. Puis un autre sur lequel je compte bien aussi, c'est RJ Barrett, mon petit chouchou dans ce roster. J'ai adoré, mais franchement adoré les progrès qu'il a fait tout au long de la saison dernière, notamment au shoot, et a priori il n'y a pas de raison que cela cesse. Bon après, avec les arrivées de Fournier et de Walker, il n'aura plus besoin de se comporter en option 2, ses stats pourraient baisser un peu, mais je m'en tape. Cela lui permettrait potentiellement d'être plus propre aussi, plus régulier, ce qui lui faisait défaut l'an passé. De ce côté-là, par exemple, le choke vécu en playoff face aux Hawks fut réel. N'empêche que malgré des hauts et des bas, il reste un excellent finisseur près du cercle, et je suis persuadé que lui aussi pourra profiter des espaces créés par les nouveaux joueurs qui arrivent. Puis de plus en plus, il a ajouté des moves à sa panoplie, entre pull-up et step back, et je trouve que de mieux en mieux, il chasse les spots auxquels il est à l'aise. De toute façon, tout ça, ça permettra de répondre à la clé que je vois pour la saison du Canadien, la constance. Et s'il la trouve, d'autant plus avec un coach comme Tom Thibodeau, je m'attends à voir RJ Barrett beaucoup sur le terrain la saison prochaine. Par contre, un autre que j'aurais aimé voir davantage sur le parquet l'an passé, c'est Mitchell Robinson. Joueur prometteur avec ses talents de rim runner et de protecteur de cercle, il a enchaîné les blessures, notamment au pied, et n'a pu jouer que 31 matchs lors de la dernière campagne, en livrant des perfs somme toute peu convaincantes. En vrai, je reconnais le talent et le potentiel du pivot sans souci, mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin qu'il se discipline aussi et développe de façon conséquente son attention sur le terrain, notamment en défense. Mettre des contres dans tous les sens, c'est bien, mais ça l'est beaucoup moins quand tu sautes partout, tout le temps, comme un chien fou. Après, j'ai lu qu'il avait pas mal profité de ses blessures pour passer du temps en salle vidéo. Ce sera nécessaire, je pense, ça lui permettra de mieux comprendre le jeu et de se discipliner, parce que ça, c'est très cher à coach Thibodeau. Avec sa force, son physique, ses box-out, ses rebonds et ses écrans, il pourrait faire énormément de bien à cette équipe, et encore plus à tous ces joueurs qui peuvent briller autour de lui, au périmètre. Je lui souhaite donc de rester en bonne santé cette saison, pour me prouver qu'il peut rester focus plus de 30 minutes par match. J'ai encore quelques doutes perso, mais s'il y arrive, ce sera un énorme step-up pour les Knicks. En fait, là, au final, je trouve que si les 5 titulaires font ce qui est attendu,
attendu d'eux, on pourrait avoir un starting five super intéressant. Bien sûr que pour ça, il faudra que les recrues s'intègrent, que Randle confirme, que Barrett trouve sa constance et que Robinson mûrisse. Ça fait beaucoup de si, je l'admets, et comme dirait l'autre, avec des si on coupe du bois, avec des Omar Sy aussi. N'empêche que la complémentarité entre les pièces me plaît beaucoup. Mis à part Kemba peut-être, tous sont des défenseurs au moins du niveau au-dessus de la moyenne. Et ce qui me convainc encore plus, c'est que tous ces joueurs sont capables de jouer dur, vraiment dur. En vrai, chez les titulaires, là, on a du shoot, du drive, de la création, mais surtout du combat. L'envie semble donc bien présente dans cet effectif, surtout que derrière ce 5 de départ, on a pas mal de jeunes qui ont les crocs. Le premier parmi eux que je veux aborder, c'est bien sûr Immanuel Quickley, l'une des super bonnes surprises de la saison dernière. Capable de mettre le feu très vite en peu de temps, sa folie et ses coups de chaud offensifs plein de culot pourraient faire du bien à n'importe quel banc en NBA. Il possède un talent certain au shoot, il n'y a qu'à voir ses pourcentages longue distance, et malgré les arrivées, je pense qu'il devrait continuer à assumer son rôle de dynamiteur sous Thibodeau. Lui aussi est un joueur plein d'envie, qui veut vraiment bien faire, qui combat et qui communique aussi en défense, j'apprécie. Maintenant, il n'a que 22 ans, hein, et bien sûr qu'il commet beaucoup d'erreurs de jeunesse. Énormément de ses tirs sont risqués, sont pris hors timing, peuvent casser le tempo du jeu et il devra faire attention à ça, ça lui a coûté 10 minutes en playoff. Sur ses flotteurs c'est un peu pareil, même s'il maîtrise le geste à la perfection et tant mieux vu qu'il manque de physique pour attaquer le cercle, il en envoie quand même quelques-uns qui restent très hasardeux et cette arme est un peu la seule qu'il possède lorsqu'il tente de driver. Du coup vous l'avez capté, Quickley j'aimerais surtout qu'il développe son jeu all-around et qu'il diversifie ses armes offensives un peu. Si on ajoute à ça un gain de maturité qui viendra forcément avec l'XP, ça se peut qu'on voit son rôle augmenté, et encore plus avec un mentor comme Kemba Walker. De ce que j'ai lu d'ailleurs, les deux hommes sont même déjà en train de travailler ensemble, notamment via des workouts. Quoi qu'il en soit, explosion ou non, je pense que le futur sophomore continuera à avoir au moins ses 15-20 minutes par match pour mettre le feu au filet. Un qui me fait me poser plus de questions par contre sur son temps de jeu, c'est Obi Toppin. Déjà sur le terrain, et c'est important à noter, c'est qu'il ne me semble pas du tout complémentaire à Julius Randle. Et vu que ce dernier était le gars qui jouait le plus de toute la NBA l'an passé, derrière lui il ne reste que des miettes si tu peux pas jouer à ses côtés. En fait pour moi son gros souci c'est la défense. Son envergure et ses qualités athlétiques ont beau être bonnes, ses déplacements latéraux sont eux catastrophiques. Sur beaucoup de switch l'an passé il s'est fait ridiculiser, ça pique. Et le souci c'est qu'il a bientôt 24 ans et a déjà épuisé ses 4 années de fac. Pas certain qu'il progresse encore beaucoup de ce côté-là donc. Puis il y a d'autres choses qui ne changeront pas aussi. Par exemple, avec son centre de gravité très haut, il a une fâcheuse tendance à se faire enfoncer, démolir dans la peinture. En définitive, que ce soit au périmètre ou dans la raquette, défensivement tu t'exposes avec Toppin, pas cool. Maintenant, et heureusement, de l'autre côté du terrain, c'est bien plus plaisant. Incroyablement à l'aise lors de la Summer League, notamment à 3 points, il a montré des facultés impressionnantes. Très bon sur les pick and pop, il a su être trouvé dans des positions qu'il affectionne, et en a profité pour se montrer, et bien comme il faut. Ça lui a valu une sélection en first team à Vegas, et même si ça ne reste que la ligue d'été, c'est prometteur, c'est intéressant. Si je réfléchis, je me dis que l'erreur peut-être l'an dernier a été de vouloir trop utiliser Toppin comme un Julius Randle. Si tu lui donnes trop l'occasion de créer, tu prends le risque qu'il s'en mêle les pinceaux et fasse les mauvais choix avec le ballon en main. Par contre, dans un rôle de stretch qui pose des écrans, comme pendant la Summer League, je l'ai trouvé très cool, et j'imagine que Tom Thibodeau a pris quelques notes là-dessus. Quoi qu'il en soit, et c'est important, l'intérieur a bien capté les secteurs dans lesquels il devait taffer pour progresser et avoir des minutes. Cet été, je me suis concentré surtout sur le rebond et la défense. J'ai progressé sur ça, et offensivement, j'apprends à faire en sorte de laisser le jeu venir à moi. J'ai le sentiment que c'est la défense la chose la plus importante quand tu joues pour coach Tibbs. Il faut faire des actions défensives, se jeter, intercepter des ballons, contrer des tirs. Quand nous faisons un stop comme ça nous facilite la tâche pour aller scorer ensuite. Ok Obi, y a plus qu'à faire ça maintenant, apparemment, t'as compris, maintenant fais tes preuves sur le terrain. Mais ce sera pas le seul à devoir faire ses preuves. Là, je pense aux rookies par exemple, à commencer par Quentin Grimes, drafté avec le choix numéro 25. Le gamin dans son profil semble savoir faire toutes les petites choses invisibles nécessaires pour remporter un match de basket, et cela devrait plaire à Thibodeau, d'autant plus que sur catch and shoot, il peut être une option terrifiante. J'aime aussi beaucoup sa défense, et même si je dois être honnête, il aura du mal quand même à avoir du temps de jeu de façon constante, son profil de 3&D en tant qu'ailier pourrait vraiment dépanner chez les Knicks en cas de blessure notamment. Pour Miles McBride, lui aussi rookie, c'est un peu pareil. En tant que combo guard, il a montré une énorme volonté en défense pendant la Summer League, tout en prouvant également ses qualités au tir extérieur. Drafté avec le choix numéro 36, il pourrait, je pense, être envoyé sur des missions défensives temporaires, un peu à la manière de Ntilikina l'année dernière. J'avoue, c'est pas super ouf comme rôle quand tu commences, mais quand même, ça peut servir. Surtout que Thibodeau, on le sait, aime bien mettre ses jeunes joueurs au défi, le temps d'une ou deux actions pour voir ce que ça donne, et voir comment ils réagissent. Ce sera donc à McBride de savoir saisir les opportunités, et la volonté semble là en tout cas. Mon énergie défensive, c'est de là que ça part, c'est ce qui me permet d'être en rythme en attaque. Je pense que c'est une ligue où il faut se créer des opportunités, et je pense que l'une de mes forces, c'est la défense. Donc je pense que c'est la meilleure façon pour moi de me créer de nouvelles opportunités. Voilà un discours qui devrait beaucoup plaire à coach Tibbs quand on connaît le bonhomme.
bonhomme. Puis tant qu'à faire, tant qu'à évoquer les jeunes qui ont brillé pendant la Summer League, faut parler de Jericho Sims aussi. L'intérieur, au profil très moderne de rim runner, peut porter la balle en transition, mais possède surtout une détente de fou furieux qui le rend capable de sauter par-dessus les gratte-ciel. Le gars a juste posé des tomards de ouf à Vegas. Alors après, admettons-le, pas sûr non plus qu'il ait beaucoup de temps de jeu, avec son two-way contract sous le maillot des Knicks la saison prochaine, mais quand même, en bout de banc, un joueur avec un tel profil, ça peut être intéressant, et ça se peut qu'on le voit aussi beaucoup dans les top 10. Allez, continuons avec un petit mot sur Luka Vildoza, qui n'a pas joué encore un seul match en NBA, même s'il a été signé la saison dernière. Sachez que je le mets parmi les jeunes malgré ses 26 ans, vu que s'il joue cette saison, il sera considéré comme un rookie. Malheureusement, blessé, il n'a pas pu faire la Summer League, et son contrat est non garanti. Je n'irai donc pas beaucoup plus loin à son sujet, car ce n'est pas certain que les Knicks le conservent à l'issue du training camp. N'empêche qu'au poste de meneur, il pourrait potentiellement rendre des services. Enfin, pour terminer avec la jeunesse, évoquons Kevin Knox, joueur sur lequel je ne vais pas trop m'attarder non plus. Pourtant débordant de potentiel, au moment de sa draft, l'ailier de 22 ans ne semble plus du tout dans les plans du coach, qui peu à peu l'a complètement sorti de la rotation. Son évolution en 3 ans me semble vraiment inquiétante, et ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir transféré en cours de saison. Mais bref, si on fait le bilan, après avoir parlé de ces jeunes, c'est quand même plutôt intéressant, avec beaucoup de profils différents et complémentaires. Par contre, faut en être conscient, la plupart auront beaucoup de choses à prouver pour convaincre Thibodeau. Et pour être honnête, mis à part Quickley, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui réussissent à obtenir des minutes de façon régulière. Parce que ouais, on le sait, non seulement Tibbs apprécie beaucoup les rotations serrées, mais en plus de ça, le banc, en dehors des jeunes, est déjà bien fourni, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et là, évidemment, le joueur principal que je veux aborder, le premier en tout cas, c'est Derrick Rose. En vrai, là, je suis super content de voir qu'il a prolongé à New York pour 3 ans, c'est mérité. Désormais devenu très à l'aise dans son rôle de sub, celui qui a terminé 3ème lors de l'élection du meilleur 6ème homme l'an passé est loin d'être cramé. Je le dis souvent, pour moi, lors des derniers playoffs, il était purement et simplement le meilleur joueur des Knicks avec ses 19 points par match. J'aime qu'il puisse apporter son expérience, son leadership, puis il ne faut pas oublier qu'il reste un rôle modèle pour pas mal de jeunes. En vrai, au vu de tous les gamins présents dans l'effectif que nous venons d'évoquer, c'est génial pour eux d'avoir un ancien MVP pour les guider. Très athlétique en début de carrière, il a largement su faire évoluer son jeu avec les blessures. Scoreur très intelligent, il a énormément travaillé son tir, que ce soit à longue distance ou à mi-distance, et apporte cette sagesse si importante dans la seconde unit. Muse de Tom Thibodeau depuis le début de sa carrière, D-Rose aura, je pense, encore un temps de jeu conséquent à New York, d'autant plus si les minutes de Kemba Walker sont limitées en raison de son genou. Et pour continuer dans les remplaçants, vient ensuite Nerlens Noel, qui lui aussi m'a largement séduit. Perso, je pourrais presque le préférer à Robinson en tant que titulaire, tant il apporte défensivement, sauf que pour l'instant, si tout le monde est en bonne santé, ça ne semble pas être le plan. Il faut dire aussi que le pivot a de grosses limites en attaque, ça joue. De toute façon, c'est pas grave, parce que scorer à New York, d'autres seront là pour le faire. Si Nerlens a été prolongé lui aussi pour 3 ans supplémentaires par les Knicks, ce n'est clairement pas pour mettre des buckets. Capable de poser plus de 2 contres par match en moins de 25 minutes de temps de jeu, il fait partie à mes yeux des meilleurs pivots backup de la ligue. Dans une seconde unit qui mine de rien est très offensive, c'est super d'avoir un pilier comme lui, et c'est peut-être pour ça que Thibodeau préfère le faire débuter sur le banc. De toute façon, titulaire ou remplaçant, peu importe, je pense que Noel obtiendra quoi qu'il en soit pas mal de minutes au vu de son profil unique dans l'effectif. Vient maintenant Alec Burks, qui pour moi est peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés du roster. Si lui aussi a été prolongé pour 3 ans, encore, ce n'est pas un hasard une nouvelle fois. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous remarquerez que cet été, les Knicks ont fait les choses de façon intelligente. En faisant en sorte que beaucoup de contrats se terminent en même temps, ils se laissent une bonne marge de manœuvre dans le futur si les choses ne fonctionnent pas dans les 3 ans. Mais bref, revenons à Burks, histoire que j'explique pourquoi, selon moi, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. J'imagine que ceux qui ont vu le match 1 entre Knicks et Hawks lors des playoffs savent de quoi je parle d'ailleurs. Hyper polyvalent et très gifté en termes de scoring ou d'adresse, il a également un QI basket impressionnant. Peu parlent de son ball handling, de ses passes ou de sa prise de décision par exemple. Tu peux utiliser le gars au poste 2, au poste 3 bien sûr, mais même un peu au poste 1, ça ne me pose pas de soucis. D'autant plus que c'est la même de l'autre côté du terrain. En défense, sa science du jeu l'aide beaucoup, il est toujours bien placé et est capable de gêner sur plusieurs postes. Il est définitivement un joueur précieux sur un banc, qui donne tout sur le terrain et pratique réellement, je pense, un basket de la win. Cette présence sur le banc, je trouve, apporte une vraie valeur à la seconde unit des New York Knicks. Bref, là déjà, faut savoir qu'avec les 3 remplaçants que je viens d'évoquer, plus Immanuel Quickley, on a déjà une rotation à 9 joueurs. On sait que Thibodeau en utilise rarement plus lors de ses matchs, et je ne vois aucun de ces gars cités finir une rencontre en DNP s'ils sont en bonne santé. Du coup, ceux que l'on va évoquer maintenant obtiendront sûrement les miettes et dépanneront potentiellement en cas de blessure. Le premier parmi eux, c'est Taj Gibson, l'autre soldat favori de coach Tibbs. À 36 ans, il est l'un de ces blue collars qui donnera tout de la première seconde à laquelle il rentre sur le terrain jusqu'à la dernière, et dans son rôle de hustler, mine de rien, il a bien dépanné la saison passée lorsque Mitchell Robinson manquait à l'appel. L'énergie qu'il apporte sur un parquet lui apporte
apportera quand même probablement quelques minutes, histoire de redynamiser les troupes en cas de gros coup de mou. Et puis au final c'est pas grave car même sans temps de jeu, je pense que sa présence dans le roster est importante. J'ai lu qu'à la manière d'un Udonis Haslem, à Miami, c'est lui qui donnait le tempo à l'entraînement en étant garant de la culture guerrière installée par Tom Thibodeau. Gibson aime beaucoup être au contact des jeunes et endosser le rôle de vétéran, c'est parfait. Ils savent que je suis toujours prêt à jouer, mais pour le moment je suis juste heureux d'être le vétéran de l'équipe. Comptez sur moi pour être ce gars qui s'entraîne dur tous les jours et qui est toujours capable de faire de bonnes choses. Je passe en tout cas de bons moments en étant avec ces jeunes gars tous les jours et en leur permettant de s'inscrire dans la culture que nous construisons. Rien que pour ça, je pense qu'il la mérite sa prolongation de 2 ans à 10 millions. Enfin, évoquons Dwayne Bacon, arrivé en provenance d'Orlando. Là-bas, il a tourné à plus de 10 points par match et a clairement fait sa meilleure saison individuelle en carrière. Ceci dit, des pourcentages suspects et une over-responsabilisation dans cette équipe qui ne jouait rien m'oblige à remettre ces chiffres en perspective. Titulaire d'un contrat non garanti, comme Vildoza par exemple, il n'est pas sûr lui non plus de porter encore le maillot des Knicks lors du coup d'envoi de la saison. Et pour être honnête, à son poste, je préférerais que Tibbs donne des occasions aux rookies que sont Grimes et McBride, et je pense que c'est ce qui se fera. Quoi qu'il en soit, vous le voyez vous-même, il y a beaucoup de profondeur sur ce banc des Knicks. Parmi les subs, comme parmi les titulaires, on a des profils différents, complémentaires, et c'est super enthousiasmant. Tibbs devrait se régaler à établir ses rotations avec toute cette matière première, et d'ailleurs, le coaching, il est temps d'en parler. Déjà, je pense que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que l'an passé, Tom Thibodeau a été élu coach de l'année. Déjà, ça donne le ton sur son niveau. En responsabilisant intelligemment chacun de ses hommes et en leur permettant de faire des choses très simples en attaque, il a réussi à créer un groupe plein d'alchimie capable de finir dans le top 4 de sa conférence. Pas mal, non? Sa philosophie axée sur la défense et le combat a séduit, et il a fait de ses joueurs des soldats prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour la win. Bon, j'avoue, ça fait un peu film hollywoodien dit comme ça, mais il y a de ça quand même. Et là, en fait, comme je l'expliquais, je trouve que Thibodeau va avoir pas mal de bons problèmes à résoudre. Parmi eux, il faudra trouver comment donner du temps de jeu aux jeunes, comment répartir les minutes entre Walker et Rose, ou encore Robinson et Noel, décider qui mettre sur le parquet en fin de match. Des trucs de coach, quoi, qui montrent à quel point l'effectif est complet. Parce que, ok, ça peut être un casse-tête, mais combien d'entraîneurs aimeraient justement pouvoir avoir ces casse-têtes? Puis de toute façon, on sait comment il est, le Tibbs. S'il porte un joueur dans son cœur, jamais il n'hésitera à le faire jouer 40 minutes par match, même à quelques semaines du début des playoffs. L'économie n'est pas un mot qui fait partie de son dictionnaire. Avec lui, si tu es bon, tu joues, et surtout tu joues longtemps. Bien sûr, beaucoup l'ont déjà critiqué sur cette façon de faire, et beaucoup de blessures qu'ont connues des joueurs qu'il a entraînés sur le début de sa carrière lui incombent au moins partiellement, probablement. Mais c'est comme ça, c'est sa patte, et ça m'étonnerait qu'on le change. Tom Thibodeau restera qui il est, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Puis si on veut parler de sa façon de jouer, disons que tactiquement, généralement, il n'y a rien de fou. Il fait des choses simples. Par contre, si tu veux lui plaire et que tu veux du temps de jeu, ces choses simples doivent être exécutées de manière parfaite. Il est un coach pointilleux qui a un vrai sens du détail et qui fera en sorte d'aller tirer le meilleur de chacun de ses éléments. Maintenant, encore une fois, cette façon de faire en fonction des joueurs, ça passe ou ça casse. Voilà pourquoi il est important de bien choisir son groupe. Là, j'ai l'impression que c'est le cas chez les Knicks, avec beaucoup de guerriers qui correspondent à la discipline qu'il veut inculquer. Evan Fournier est très conscient de ça et il n'a pas choisi cette équipe par hasard. La chose la plus importante dans ma décision, c'était Thibodeau. J'adore ce genre de coach. J'ai déjà joué pour des gars comme ça pendant plusieurs années et j'ai le sentiment que je vais être très à l'aise avec lui et son style de jeu. Quand vous regardez cette équipe, c'est clair que les joueurs sont soudés et qu'ils s'entraînent durement parce que durant la saison, ils n'ont cessé de progresser. En tant que joueur, c'est excitant car vous voulez faire partie d'un groupe qui fonctionne et qui veut gagner. Si là, vous ne sentez pas l'enthousiasme, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Perso, j'aime beaucoup ces équipes de soldats et pour ça, Thibodeau est le parfait commandant. Maintenant, on le sait, faire de belles choses sur une saison, c'est bien, mais confirmer l'année d'après, c'est encore mieux et c'est souvent pas simple. À New York, on n'a peut-être pas les joueurs les plus talentueux en attaque ou en défense, même si ça va. Par contre, tout le monde déborde d'envie. C'est là-dessus qu'il faudra continuer à capitaliser pour performer, et une baisse de motivation, même ponctuelle, pourrait être fatale, alors attention. Le coach des Knicks a donc d'ores et déjà du pain sur la planche, mais au vu de sa philosophie défensive et des options offensives dont il dispose, tous les voyants plus ou moins semblent au vert. Alors on peut l'affirmer sans trop de crainte, définitivement les Knicks ont amélioré leur team cet été, mais le souci c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça. Du coup évoquons rapidement la concurrence, et le lead de la conférence Est devrait a priori se jouer entre Brooklyn et Milwaukee. En disant ça, je ne me mouille pas trop. Beaucoup parlent des Sixers derrière, mais pour le moment, tant que la situation Ben Simmons n'est pas réglée, je ne veux pas m'avancer. Le truc c'est que pour moi, entre eux, les Hawks, le Heat, les Celtics, les Bulls, les Pacers, les Hornets et même pourquoi pas les Raptors et les Wizards, on a un sacré peloton. Il y a donc
donc fort à parier que ça se joue à très peu de choses entre les places 3 et 10, et je trouve ça vraiment cool. Beaucoup de matchs vont être indécis, importants, et le suspense pourrait être à son comble, je m'en lèche déjà les babines. Ça devient plus difficile, je pense que les Bulls sont une équipe qui va essayer de faire du bruit, les Pacers sont coriaces, tout l'Est va s'améliorer, et tout le monde va vouloir s'accrocher au wagon. Tous les ans, les équipes cherchent à s'améliorer, ce n'est pas une surprise, et la conférence est plus indécise que jamais. Cependant, tant que nos fondations sont sûres et que nous pouvons rester en bonne santé pendant la saison, nous pensons pouvoir faire quelques dégâts. Je crois bien que Taj a tout dit, en vrai, mais ces dégâts, justement, jusqu'où peuvent-ils aller ? Si je fais le bilan, vous l'avez capté, cette équipe globalement me hype. J'aime l'idée qu'il y ait une continuité avec l'an dernier et je trouve que le recrutement a été vraiment réfléchi. Bravo aux Knicks pour ça. Avec Thibodeau, je ne doute pas trop que l'envie continuera à être là et que la défense fera toujours partie des meilleurs de la NBA. Sauf que là, cette année, avec le spacing et le scoring qu'apportent les recrues, je suis également hypé par l'attaque. Après, c'est sûr qu'il faudra réussir à cacher Kemba défensivement, mais en vrai, ça va. Il est quand même loin d'être un boulet, même s'il n'est pas en lockdown. Tout ça pour le début du bilan là qu'on fait déjà, ça envoie du pâté. Nous allons être vraiment bons. Avec ma capacité à attaquer le cercle, j'espère pouvoir attirer plusieurs défenseurs et me débarrasser du ballon. J'ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu'Evan va tout déchirer, c'est sûr qu'il va être énorme au shoot. Puis nous avons un tas de jeunes gars, nous venons de recruter de très bons joueurs et j'ai été très impressionné en regardant la Summer League. Evan et moi avons l'intention d'ajouter un peu de leadership et d'apporter notre patte à ceux qu'ils ont déjà. Je m'attends à voir beaucoup d'intensité chaque soir et franchement ça me plaît, sans même parler des progrès attendus de Barrett, de Robinson ou de Quickley. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'en commençant la saison avec pas mal de matchs à domicile, l'équipe a l'occasion de bien partir, d'autant plus que 13 des 23 premiers matchs auront lieu face à des teams qui n'ont pas réussi à obtenir un bilan positif la saison passée. Franchement, c'est parfait ça pour développer l'alchimie dès le départ et se mettre en confiance. Voilà pourquoi je pense que les Knicks peuvent encore être l'équipe surprise de cette campagne. Et encore, peut-on vraiment parler de surprise? Pour moi, cette team peut tout à fait viser encore un top 4 à l'Est, tant la complémentarité des pièces et du coach semble adéquate. Par contre, la suite, ce sera les playoffs, et bien évidemment que ce sera une autre paire de manches. Alors pour conclure, même si un nouvel échec au premier tour ne sera pas catastrophique, loin de là, j'aimerais que cette fois-ci, les Knicks puissent y mettre la manière. L'objectif du deuxième tour, et c'est normal, doit même être dans la tête de beaucoup de fans. Du coup, je ne vais pas y aller par 4 chemins, et je vais répondre à ma question du jour comme ça. Passer un tour de playoff en 2022, c'est bien ça que les Knicks doivent viser. Voilà pour ce qui est des New York Knicks, voilà pour ce qui est de mon 65e Coast to Coast. Déjà, c'est un truc de ouf. Alors ça vous a plu, et surtout vous en pensez quoi de ces Knicks? Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez qu'ils peuvent viser un deuxième tour, ou vous pensez que je les vois trop beaux? Faites-moi vos retours en commentaire, vraiment à chaque fois ça m'intéresse à fond de connaître les tendances de la commu. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Tout ça c'est parfait pour le référencement. Et puis attention, tous les fans des Knicks qui ne le feront pas, je vous vois, je ferai en sorte de ramener Phil Jackson dans vos bureaux. When we try to control our personalities that we're with, it's like trying to control a farm animal, a sheep, a cow, in a pasture that's too small for it. Ouais, le Zen Master a beau être une légende, c'est pas en tant que dirigeant new-yorkais qu'il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Bref, vous le savez aussi, sinon, pour le soutien ultime, c'est encore et toujours sur Tipeee que ça se passe. Big up à tous ceux qui sont là chaque mois, vous êtes le S. Si on en est là aujourd'hui, sur YouTube ou sur Twitch, c'est en grande partie grâce à vous. Merci, continuez à être géniaux. À très vite.